Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. L'histoire d'aujourd'hui est sans équivoque la plus taboue et la plus controversée depuis les premiers jours de la chaîne. C'est l'histoire d'un personnage aussi flamboyant que polarisant, une figure presque mythique avec un rôle dans certains des plus grands scandales de notre époque. Il a essayé d'unir les pays arabes dans une grande république, même chose en Afrique alors qu'il voulait fonder les États-Unis d'Afrique. Toute sa vie, il a défié les puissances occidentales jusqu'à devenir l'ennemi public numéro 1. C'est une histoire aussi choquante que fascinante, aussi surprenante que véridique. C'est une histoire de coups d'État, de jeux de coulisses, de courriels secrets, de pétrole, d'argent et de corruption. C'est l'histoire de Reagan, de Sarkozy, de Hillary Clinton et de Barack Obama. Mes amis, voici l'histoire incroyable et non censurée de Muammar Kadhafi. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette émission vous est présentée par CyberGhost VPN qui permet de sécuriser votre navigation sur Internet. Aujourd'hui, un peu partout, il est possible de se connecter à des réseaux publics. Or, bien sûr, ces réseaux ne sont pas sécurisés. C'est là qu'il faut un VPN pour protéger vos informations personnelles et cacher votre adresse IP. Le VPN de CyberGhost est très facile d'utilisation, mais surtout, il se démarque de plusieurs grâce à sa politique de transparence. Vos données ne sont ni collectées ni partagées. En fait, puisque vos données sont cryptées et illisibles par CyberGhost eux-mêmes, votre confidentialité est assurée. Pour faire des recherches sur Kadhafi, disons que c'est le genre de choses qui est préférable. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot, CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité. Ils sont recommandés fortement par Clubic, Presse Citron et Journal du Geek, protégés jusqu'à 7 appareils autant sur iOS, Windows ou Android et tout ça avec un seul abonnement. Et en plus, CyberGhost vous permet de partager votre abonnement avec vos proches et d'accéder à toute une panoplie de contenu indisponible dans certaines régions, par exemple sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime. En modifiant votre emplacement géographique pour les États-Unis, vous obtenez environ 40% plus de contenu sur les grandes plateformes de streaming. Si vous êtes intéressé, c'est le moment. CyberGhost VPN a mis en place une nouvelle offre très avantageuse, seulement 2,3 € par mois et 4 mois gratuits avec une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé et un support disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier de tous ces avantages. Nous sommes en 1943. Les forces d'Hitler et de Mussolini perdent le contrôle sur l'énorme territoire de la Libye et soudainement, les Britanniques et les Français contrôlent presque toute l'Afrique. Lorsque la guerre se termine, Londres et Paris sont complètement ruinés. C'est alors le début d'un grand mouvement de décolonisation à travers l'Afrique. En fait, le tout premier pays d'Afrique à obtenir son indépendance dans le contexte d'après-guerre, c'est justement la Libye. Après des années de négociations, le 24 décembre 1951, le contrôle sur le territoire libyen est enfin cédé au roi Idriss. Le nouveau royaume de Libye est alors l'État indépendant le plus pauvre de toute la planète. L'État n'a absolument aucune ressource, ni naturelle ni matérielle. L'eau douce est extrêmement rare. 90% du territoire est couvert par le désert, alors que moins de 1% est propice à l'agriculture. Sur une population d'environ 1 million d'habitants, seulement 14 Libyens ont un diplôme universitaire, alors que 94% de la population est tout simplement illettrée. L'économie est pratiquement inexistante, avec un PIB par habitant d'environ 35 $ par année. Bref, dès le départ, les finances du nouvel État libyen sont extrêmement précaires. Donc pour survivre, le roi Idriss signe des ententes à long terme avec les Britanniques et les Américains, leur permettant de maintenir des bases militaires à l'intérieur du pays en échange, bien sûr, d'un paiement annuel de plusieurs millions de dollars. Rapidement, le roi Idriss devient profondément dépendant de l'argent de l'Occident qui représente parfois près de la moitié des revenus du royaume. En fait, c'est seulement en 1956 que la situation change de manière drastique, alors qu'on découvre d'immenses réserves de pétrole sur le territoire libyen. Sans surprise, l'argent du pétrole devient la plus grande source de revenus pour le royaume qui en seulement quelques années passe du pays le plus pauvre du monde à l'une des monarchies les plus prospères de toute la région. C'est exactement dans cette nouvelle Libye, en plein bouleversement, que grandit un certain Muammar Kadhafi. Né dans une famille bédouine d'éleveurs de bétail, c'est un véritable nomade du désert, aux origines aussi austères que religieuses. Tout au long de sa jeunesse, le jeune Kadhafi est fasciné par la révolution égyptienne menée par son héros, le président Nasser. Mais surtout,
il est captivé par l'idée du nationalisme arabe. Lorsqu'il entre à l'académie militaire de Benghazi, il constate que les officiers libyens sont formés par les Britanniques et il est profondément frustré parce qu'il voit comme une force de soumission aux impérialistes. On dit qu'il refuse d'apprendre l'anglais, qu'il insulte ses supérieurs. Frustré par l'influence britannique et par la soumission du roi Idriss, il s'inspire de la révolution égyptienne et fonde une cellule de résistance appelée le mouvement des officiers libres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde arabe est alors au beau milieu d'une profonde transformation. On assiste à un rejet grandissant des influences colonialistes, impérialistes ou religieuses au bénéfice des principes républicains et nationalistes. La région est en pleine effervescence. On dit que les républiques comme la Syrie, l'Égypte et l'Irak sont promises à un avenir brillant. Et plus les choses avancent, plus Kadhafi est convaincu que la Libye est en train de rater son rendez-vous avec la destinée. Beaucoup plus que le nationalisme. Pour lui, la solution, c'est carrément l'unification de tous les peuples arabes dans un seul État qui deviendrait une puissance mondiale, autant économique, militaire que religieuse et culturelle. Alors, le roi Idriss ne montre aucun intérêt pour les projets d'unification. D'abord, il veut garder son trône ainsi que son royaume, mais encore plus, il est beaucoup trop proche de l'Occident pour appuyer les ambitions nationalistes. En 1967, lorsque la guerre éclate entre Israël et une coalition de pays arabes composés notamment de l'Irak, de l'Égypte et de la Syrie, l'asservissement de la Libye aux intérêts occidentaux devient plus flagrant que jamais auparavant. Non seulement le roi Idriss refuse d'appuyer les armées arabes, mais encore pire, il permet aux Américains d'utiliser leurs bases en Libye pour lancer des bombardements en faveur d'Israël. En seulement 6 jours, l'armée israélienne écrase la coalition arabe, alors qu'en Libye, plusieurs sont frustrés et couverts de honte par la décision du roi Idriss d'abandonner et même de trahir les frères arabes dans la lutte contre Israël. Le roi est de moins en moins populaire. On entend même des murmures quant à la possibilité d'un coup d'État. On dit que c'est une question de jours. Pour Kadhafi, voilà le signal. Il faut renverser le roi, et maintenant, sans quoi quelqu'un d'autre le fera à sa place. Avec son mouvement des officiers libres, le jeune Kadhafi rassemble une poignée d'hommes et le soir du 1er septembre 1969, il dépose le roi, annonce la fin du royaume et la naissance de la République. À peine une douzaine d'officiers ont pris part au coup d'État, mais pourtant, il est complété en moins de 2 heures, sans la moindre goutte de sang. Ainsi, à seulement 27 ans, Mouammar Kadhafi s'établit comme chef de la révolution et leader de l'État libyen. Dès son arrivée au pouvoir, Kadhafi décrète la fermeture des bases militaires britanniques et américaines. Il ordonne aux banques étrangères de plier bagages et commence immédiatement à travailler à la réalisation de son plus grand rêve, soit l'unification des peuples arabes. Il lance des négociations avec l'Égypte et la Syrie afin de fonder un seul État commun, l'Union des républiques arabes. Ni communiste, ni capitaliste, Kadhafi fait plutôt la promotion d'une société basée sur 3 piliers, le nationalisme, le socialisme et l'islam. Il dit vouloir redistribuer la richesse nationale, éliminer l'exploitation et fournir une prospérité à tous. Alors que plusieurs républiques arabes de l'époque se veulent laïques, la Libye qu'il dirige est fièrement et résolument musulmane. Et même si Kadhafi est plutôt non aligné lorsqu'il est question de la guerre froide, dès son arrivée, il adopte des politiques qui déplaisent énormément aux puissances occidentales. Pour appuyer la Palestine dans sa lutte face à Israël, il crée un fonds pour le djihad à partir d'une taxe perçue directement sur les salaires. Pire encore, dès 1970, il annonce la nationalisation de l'industrie pétrolière. Il exige la renégociation de tous les contrats sous menace d'expulsion pour les pétrolières étrangères. Il déclare alors « Les peuples qui ont vécu sans pétrole pendant 5000 ans peuvent s'en passer pendant quelques années. » Ultimement, la Libye devient le premier pays en développement du monde à obtenir une part majoritaire dans l'exploitation de ses ressources pétrolières. Pour les Américains, les Britanniques, c'est un véritable coup de tonnerre. Ils voient de plus en plus Kadhafi comme un communiste. En 1 an, le prix du pétrole libyen est plus que triplé. Avec l'argent du pétrole, le leader libyen promet d'exporter la révolution. Il appuie non seulement la Palestine, mais aussi toute une constellation de groupes rebelles et de factions armées à travers le monde, incluant les Black Panthers aux États-Unis et l'armée républicaine en Irlande. Il
Il crée notamment la Légion islamique, une force paramilitaire dont le mandat est d'appuyer directement les mouvements révolutionnaires. Pour Kadhafi, la lutte contre l'impérialisme est une forme de mission qui relève carrément de la destinée. En coulisses, les Américains sont presque aussi terrifiés que fascinés par le nouveau chef libyen. Dans une note confidentielle, l'ambassadeur des États-Unis résume le sentiment. La figure clé de la révolution libyenne est un homme obsédé, une curieuse combinaison d'un guerrier bédouin islamique du 7e siècle et d'un nationaliste idéaliste moderne. En 1973, Henry Kissinger fait remarquer à un diplomate italien « Votre éducation des Libyens a dû manquer de quelque chose pour avoir produit un Kadhafi. » Les États-Unis ne le savent pas encore, mais leurs problèmes avec Kadhafi ne font que commencer. Quelques semaines plus tard, 2 républiques arabes, l'Égypte et la Syrie, mènent une attaque surprise sur Israël. Or, la Libye n'est jamais prévenue. Kadhafi est furieux. Pire, il envoie une armée pour appuyer l'attaque, mais une fois sur place, ses troupes réalisent qu'en vérité, les Égyptiens n'essaient pas réellement de gagner la guerre, plutôt, ils tentent seulement de forcer une négociation avec Israël. Lorsque la poussière retombe, l'Égypte de Sadat signe un traité de paix avec Israël et Kadhafi se sent profondément trahi. Il laisse tomber tous les projets d'union avec l'Égypte et alors que Sadat est relégué au statut de paria auprès de ses confrères, Kadhafi émerge rapidement comme le nouveau leader du monde arabe. En fait, en réponse à l'appui américain pour Israël durant la guerre, Kadhafi utilise son influence au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, pour réduire la production et forcer un embargo sur les alliés d'Israël, incluant les États-Unis. C'est ce qu'on appellera le choc pétrolier. L'économie mondiale est plongée dans l'incertitude alors que le prix du baril de pétrole est rapidement quadruplé de 3 à 12 $ pour le monde entier. C'est un choc spectaculaire qui cause des bouleversements majeurs. Or, pour la Libye de Kadhafi, c'est le début d'une nouvelle ère. Malgré une production de pétrole réduite de moitié, les revenus sont plus que quadruplés. Et avec la nationalisation de l'industrie pétrolière, la Libye touche des profits absolument faramineux pour une population relativement peu nombreuse. Résultat, la Libye devient sur papier l'un des États les plus prospères de toute la planète. En 1974, le PIB par habitant de la Libye est plus élevé que celui de la France et du Royaume-Uni. Kadhafi se lance alors dans une vaste modernisation de l'État libyen qu'on appellera la révolution culturelle. L'éducation publique devient entièrement gratuite à tous les niveaux, même chose pour les soins de santé. La nourriture est largement subventionnée, des milliers de logements sont construits. Kadhafi crée des orphelinats et des garderies pour les enfants, des maisons de soins pour les aînés, même dans les villages les plus reculés du désert. D'un autre côté, avec l'argent du pétrole, il finance toujours plus de groupes rebelles et de révolutions à travers le monde. Il s'entoure de multiples agences de sécurité, d'espionnage et de renseignement. Mais surtout, convaincu qu'Israël possède secrètement la bombe, Kadhafi cherche ouvertement à obtenir des armes nucléaires pour la Libye. Lorsque des pays commencent à le bouder en raison de son appui à des mouvements rebelles, il se tourne vers l'URSS et critique de plus en plus le capitalisme. C'est alors qu'il publie son fameux livre vert exposant sa vision pour une forme de démocratie directe dans laquelle le pouvoir revient notamment à des comités populaires formés par les citoyens. C'est la naissance de ce qu'on appelle la troisième théorie universelle ou encore le kadhafisme. Pour compléter la révolution et ainsi rendre le pouvoir au peuple, Kadhafi décrète la transition vers une nouvelle forme de gouvernement. Il annonce que la Libye est désormais une Jamahiriya, un mot inventé par Kadhafi signifiant l'état des masses ou l'état du peuple. Peu de temps après, il renonce à ses fonctions officielles et prend le titre de leader de la révolution. En réalité, la transition est surtout symbolique et Kadhafi est plus influent que jamais à l'intérieur de la Libye, jouissant d'un pouvoir pratiquement incontesté. Après tout, sous sa gouverne, l'économie libyenne grandit à une vitesse spectaculaire, à tel point qu'en 1980, le PIB par habitant de la Libye est littéralement supérieur à celui des États-Unis. C'est absolument incroyable. De son côté, Kadhafi démontre une flamboyance qui fait de lui un personnage presque mythique. Il porte des robes traditionnelles et des uniformes militaires élaborés avec des motifs, des couleurs. Il multiplie les déclarations controversées et tout ça, c'est sans parler de sa garde personnelle, les Amazones. Expertes en arts martiaux et en maniement des armes, les Amazones sont des vierges ayant fait vœu de chasteté afin de strictement servir le leader. Lorsqu'il voyage, Kadhafi refuse de dormir à l'hôtel, préférant une tente bédouine supposément par balle et si lourde qu'elle doit être transportée dans un avion à elle seule.
À partir des années 80, en tant que guide de la révolution, Kadhafi développe sa propre vision du socialisme avec des politiques parfois radicales. D'abord, l'État prend en charge l'entièreté des importations et des exportations. Ensuite, on lance un vaste projet d'irrigation afin de pomper l'eau sous le désert et l'amener vers les grandes villes. Les entreprises privées sont presque toutes remplacées par des grands marchés contrôlés par le gouvernement, alors que les entreprises qui restent sont transformées en coopératives avec un système de partage de profits entre les employés. Pour certains, ce sont des pratiques pour le moins non orthodoxes. Pour d'autres, c'est carrément du communisme. Ainsi, lorsque la nouvelle administration de Ronald Reagan s'amène à Washington en 1981, disons seulement qu'elle n'a plus du tout envie de rire face à Kadhafi, qui devient carrément une menace stratégique pour les États-Unis. D'abord, il appuie toujours plus de rebelles et de groupes armés à travers le Moyen-Orient, notamment en Somalie, au Maroc ou encore en Tunisie, mais encore plus, il étend rapidement ses activités à travers l'Amérique latine, directement dans la cour arrière des États-Unis. Il fournit des centaines de millions en argent et en armes au Nicaragua, au Guatemala, en Grenade, au Salvador et en Colombie. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Kadhafi appuie ouvertement l'Iran dans sa révolution anti-américaine. Il lui fournit de l'assistance dans sa guerre contre l'Irak de Saddam, qui, rappelons-le, est alors l'allié des États-Unis. Bref, au début des années 80, Kadhafi devient un véritable fléau pour les intérêts des puissances occidentales. À l'été 1981, les Américains perdent patience. Pour le secrétaire d'État Alexander Haig, Kadhafi est un cancer qui doit être retiré. Ainsi, Ronald Reagan ordonne à la CIA de lancer une campagne secrète pour renverser Kadhafi. Entre autres, le plan de la CIA approuvé par le président Reagan mentionne une campagne de salissage et de désinformation dans les médias, la création d'un gouvernement alternatif pour défier l'autorité de Kadhafi et bien sûr, la création d'une campagne paramilitaire à travers l'appui de rebelles et de groupes armés. Le plan de la CIA est si audacieux que le comité du Congrès chargé de superviser les activités clandestines envoie une lettre officielle à Reagan afin de s'y opposer fortement. Or, seulement quelques semaines plus tard, Reagan envoie le super porte-avions USS Nimitz, accompagné d'un groupe de la 6e flotte de la marine américaine, afin de franchir la fameuse ligne de la mort déclarée par Kadhafi aux portes du golfe de Sidra. En privé, Reagan ne s'en cache pas. C'est une provocation. Il espère que Kadhafi soit assez téméraire pour mordre à l'hameçon. Et bien sûr, c'est exactement ce qui se produit. Dans la foulée de l'incident, la relation entre Reagan et Kadhafi devient plus hostile que jamais. On dit même que le leader libyen planifie l'assassinat du président américain. Reagan écrit alors dans son journal « De retour dans la veste de fer. Nous avons des renseignements selon lesquels Kadhafi aurait dit à d'autres qu'il avait l'intention de me faire assassiner. C'est une sensation étrange de découvrir qu'il y a un contrat sur soi-même. » À peine un mois plus tard, le président égyptien Sadat est tué lors d'une cérémonie et immédiatement, plusieurs soupçonnent Kadhafi d'être responsable de la mort de son rival. Après tout, en Libye, c'est la jubilation. Les rues explosent de joie. De sévères sanctions économiques sont imposées contre la Libye et la CIA s'active encore plus contre Kadhafi. Au Soudan, en Irak, en Égypte, la CIA finance, entraîne et arme des centaines de mercenaires afin de renverser ou encore mieux, d'assassiner Kadhafi. Le 8 mai 1984, les commandos de la CIA montent dans des véhicules et lancent enfin leur attaque contre la Libye. Or, l'opération est un échec lamentable, un véritable embarras pour Washington. Les mercenaires sont rapidement arrêtés, certains directement à la frontière. Plus de 2000 personnes sont arrêtées, 200 sont exécutées et 8 sont pendus publiquement. Malgré l'échec de la tentative de coup d'État, Kadhafi voit très bien qu'il est au pied du mur face aux États-Unis et qu'il a besoin de se créer un nouvel espace pour manœuvrer. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre, alors que nul autre que le roi du Maroc, Hassan II, téléphone à l'ambassadeur américain pour lui dire les mots suivants. « Je suis ici avec le colonel Kadhafi et nous sommes sur le point de signer un traité de fédération entre le Maroc et la Libye. Ne vous en inquiétez pas. » À Washington, mais aussi partout à travers le monde, la surprise est totale. Le Maroc et la Libye étaient jusqu'alors des adversaires. Kadhafi méprisait ouvertement le roi Hassan. Et aujourd'hui, il propose de s'unir dans un seul État. Les Américains sont stupéfaits, mais surtout, ils sont en colère. Le problème, c'est que le Maroc est un allié essentiel des États-Unis dans la région, alors que la Libye, elle, est une ennemie.
En s'unissant au Maroc, Kadhafi devient en quelque sorte intouchable. Un référendum est organisé au Maroc, 99% appuient l'Union, même chose en Libye. Pour les États-Unis, la décision du Maroc est tout simplement inacceptable. On tente d'intimider le roi Hassan, on suggère ouvertement que l'assistance économique et militaire de Washington pourrait s'arrêter. Dans une rencontre avec un représentant des États-Unis, le roi Hassan monte le ton et défend son traité avec la Libye. Il dit que les inquiétudes américaines face à Kadhafi relèvent de l'hypocrisie et demande à son interlocuteur de transmettre mot pour mot la déclaration suivante au président Reagan. L'Amérique sait qu'elle fait ce qu'elle veut au Maroc. Le Maroc vous a donné l'accord sur l'accès et le transit, un programme actif d'exercices militaires, des visites de navires illimitées, la permission d'étendre votre station La Voix de l'Amérique et une panoplie d'autres programmes. Je dois demander, qu'avez-vous fait pour le Maroc en échange? Rien. Bien sûr, Hassan a parfaitement raison. Or, les Américains exercent une pression énorme pour qu'il abandonne l'union avec la Libye. Ils commencent ouvertement à courtiser l'Algérie comme alternative au Maroc dans la région. Le président Reagan invite à la Maison-Blanche les chefs de la Tunisie et de l'Algérie, alors qu'on fait comprendre au roi Hassan qu'il n'est plus le bienvenu à Washington. Le 7 janvier 1986, Reagan déclare en privé qu'il est grand temps de sévir contre le clown en chef de la Libye. Le lendemain, il impose des sanctions économiques draconiennes et envoie la 6e flotte de la marine pour une nouvelle incursion dans le golfe de Sidra. Encore une fois, le but est de provoquer un échange de tirs et ça fonctionne. 2 navires libyens sont envoyés par le fond. Les Américains réfléchissent ouvertement à une intervention militaire pour punir Kadhafi. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne raison, un prétexte pour justifier une attaque directe contre la Libye. Seulement quelques jours plus tard, une bombe explose dans une discothèque de Berlin fréquentée par les troupes américaines. Les services de renseignement ignorent le coupable, mais pour Reagan, aucun doute, c'est la Libye. Dès lors, des bombardements sont planifiés pour assassiner Kadhafi. On dit que Reagan est fasciné par les présentations de la CIA sur la personnalité du leader libyen. Lorsqu'on mentionne qu'il aime s'habiller en robe, porter du maquillage et des talons hauts, Reagan dit à la blague « Peut-être qu'on pourrait mettre fin à la terreur en le laissant entrer dans la garde-robe de Nancy ». Dans une conférence de presse quelques jours plus tard, Reagan surnomme Kadhafi « The Mad Dog of the Middle East », le chien fou du Moyen-Orient. This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution, which is targeted on many of his own Arab compatriots. Maybe we're just the enemy because it's a little like climbing Mount Everest, because we're here. Questionné sur l'origine de l'expression, il affirme plus tard « Je n'avais jamais utilisé ce terme auparavant, chien fou. J'ai entendu l'un de vous l'utiliser à la télévision et j'ai trouvé que ça sonnait bien. » Peu de temps après, on apprend qu'une impressionnante flotte américaine navigue déjà en direction de la Libye. C'est l'opération Eldorado Canyon. At 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities. Dans la nuit du 16 avril 1986, des avions américains F-111 bombardent directement le quartier général de Muammar Kadhafi avec l'intention de l'assassiner. Selon un agent de renseignement ayant participé à la planification, il n'y a aucune question qu'ils allaient chercher Kadhafi. Ils allaient le tuer. Ses fils de 3 et 4 ans sont gravement blessés et on dit que sa fille de 15 mois est tuée par des explosions. On apprend plus tard que la France et l'Italie ont tous les deux refusé de prêter leur espace aérien pour l'opération, alors que plusieurs pays sont choqués par la tentative américaine d'assassiner un chef d'État. Les Américains nient avoir visé Kadhafi, mais reconnaissent que 3 bombes errantes se sont égarées. Bien sûr, Kadhafi survit à l'attaque, mais il est profondément traumatisé par les événements encore plus. Il est déçu par le manque d'appui des leaders arabes. Tout d'un coup, tout va mal pour Kadhafi. La Libye est en plein déclin économique. Les politiques socialistes introduites quelques années plus tôt font de plus en plus mal, tout comme les sanctions américaines, bien sûr, mais surtout, la chute des prix du pétrole entraîne une réduction spectaculaire des revenus du gouvernement. De 1981 à 87, le prix du baril de pétrole est divisé par 4, alors que de nouveaux producteurs inondent le marché. Résultat, le PIB par habitant de la Libye est réduit de presque la moitié. Et seulement pour empirer le portrait,
En 1986, le fameux projet d'union avec le Maroc s'effondre complètement lorsque, sous pression américaine, le roi Hassan accepte de négocier avec Israël et que Kadhafi dénonce la chose comme un acte de trahison envers le monde arabe. En fait, Kadhafi est si furieux contre le roi du Maroc qu'il tente littéralement de le faire assassiner quelques mois plus tard. Lors d'un sommet de la Ligue arabe, Kadhafi porte un gant blanc pour éviter de serrer la main des traîtres qu'il dit tachés de sang. Lorsque le roi Hassan donne son discours, Kadhafi lui tourne le dos. Bref, autour de 1987, le chef libyen se retrouve profondément isolé sur la scène internationale. Ses projets de panarabisme sont morts et enterrés. Largué par le Maroc, sa révolution fait du surplace alors que son économie est en chute libre. Kadhafi est plus vulnérable que jamais. Pour les États-Unis, il y a du sang dans l'eau et le moment semble parfaitement choisi pour tenter une nouvelle fois de renverser le leader libyen. Dans la prochaine partie de ce documentaire, nous continuons l'histoire fascinante de Kadhafi. Il sera question du rôle grandissant de la CIA, du pivot vers l'Afrique, de la renaissance des relations avec l'Occident et bien sûr de la chute sanglante de Kadhafi orchestrée par ces mêmes puissances étrangères. Nous reviendrons sur les derniers jours du chef libyen et exposerons en détail les jeux de coulisses et les accords secrets ayant mené à certains des plus grands scandales de l'époque moderne. Pour obtenir un accès anticipé à la deuxième partie et une foule de contenus exclusifs, devenez membre de 7 jours sur Terre pour aussi peu qu'$1 par mois. C'est grâce à vous si on peut produire des documents de la sorte et je vous remercie profondément de votre confiance. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Enfin, pour profiter de l'offre exclusive de CyberGhost VPN, cliquez sur le lien dans la description. Seulement 2,3 € par mois et 4 mois gratuits avec un support disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Garantie 45 jours, satisfait ou remboursé.